Nous nous opposons à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules pour plusieurs raisons. La première raison, qui est la raison de fond, c'est que cette loi va permettre la privation délibérée, volontaire et définitive de père pour certains enfants. C'est-à-dire qu'à certains enfants, on va leur dire que de manière définitive, ils n'auront jamais le droit d'avoir un père. Et c'est contre cette injustice, contre ces souffrances à venir que nous combattons. Et puis, il y a évidemment d'autres aspects qui sont tout aussi mauvais dans cette loi, et notamment le fait de dire aujourd'hui, il y a à peu près 200 donneurs de gamètes en France. En ouvrant la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, il va y avoir davantage de demandes qui ne pourront pas être satisfaites par le nombre de donneurs actuels. Et donc nous serons absolument contraints d'aller chercher des gamètes, notamment du spermatozoïde, à l'étranger. Et l'État sera obligé d'aller acheter du sperme au Danemark, où là ce n'est pas un don, mais c'est une vente, et où des étudiants au Danemark financent leurs études en donnant leur sperme. Et donc c'est un texte qui va nous entraîner, qui va encourager le commerce de gamètes masculines, de spermatozoïdes. Et donc c'est un des aspects de la loi que nous dénonçons. Il y a deux autres aspects également sur lesquels nous ne pouvons évidemment pas être en accord. C'est la question du remboursement par la sécurité sociale de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. La sécurité sociale, la médecine en fait, en règle générale, est là pour prévenir et pour guérir d'une maladie. Si la solidarité nationale prend en compte aujourd'hui la PMA, c'est pour des couples souffrant d'une pathologie de la fertilité. Ces personnes, femmes seules ou couples de femmes, ne sont pas forcément malades. Pourquoi auraient-elles le droit, sans souffrir d'une pathologie de la fertilité, d'avoir accès à ces techniques médicales aux frais de la solidarité nationale? C'est une vraie question qui se pose, notamment dans un contexte où l'hôpital est en crise, où la sécurité sociale se fait effectivement dans un contexte où la sécurité sociale est très gravement déficitaire et où notre système de santé est aujourd'hui en danger. Est-ce que c'est au rôle de la médecine de la solidarité nationale et financer la médecine pour des gens qui ne sont pas malades? On prend le cas tout bêtement pour des gens qui portent des lunettes qui sont indispensables pour travailler, pour vivre tout simplement. Eh bien, on vous rembourse 6,50 € par œil. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences ou certains services de santé ou des centres hospitaliers qui sont obligés de fermer? Est-ce que l'argent ne ferait pas mieux d'aller là plutôt que pour des actes médicaux pour des gens qui ne sont pas malades? Un dernier point, évidemment, c'est qu'à partir du moment où on considère le fait d'être parent comme une simple volonté, une intention, les parents d'intention, à quel moment une femme seule pourrait se dire voilà, j'ai le désir d'être mère, donc j'ai le droit d'être mère, donc la loi doit me permettre d'être mère. À partir de quel moment on interdirait à un homme seul qui aurait ce même désir légitime, et d'ailleurs que personne ne remet en cause, ce même désir d'être père? Et donc, à partir du moment où on permet à une femme seule d'avoir accès à une filiation, d'avoir un enfant, pourquoi l'interdirions-nous à un homme seul? Et dans le cas d'un homme seul qui voudrait avoir un enfant, ça voudrait dire nécessairement un recours à une mère porteuse et donc la gestation pour autrui. Donc la PMA sans père est en fait tout simplement le corollaire de la gestation pour autrui. Comment peut-on qualifier effectivement un processus qui nous mène droit vers la marchandisation du corps humain comme une avancée sociétale majeure? Au contraire, on régresse, les droits des femmes régressent et la France, pays des droits de l'homme et des enfants, régresse également. Aujourd'hui, on a une hypocrisie complète du gouvernement qui nous dit la GPA, les mères porteuses, est une pratique absolument intolérable. On nous parle de la dignité de la femme, de cette exploitation de la femme, du corps humain qui serait inenvisageable et immonde en France. En revanche, le gouvernement fait tout pour reconnaître ces situations lorsqu'elles ont lieu à l'étranger. Et donc, on va nous dire ce qui est intolérable en France est tolérable à l'étranger, même on va le régulariser quand les couples qui ont recours à une GPA arrivent en France. Donc c'est une hypocrisie absolument totale. Nous considérons, nous, que la dignité des femmes n'a pas de frontières. L'utérus d'une femme, qu'elle soit au Nigeria, en Grèce ou en France, a exactement la même valeur, une valeur absolument inestimable, et personne ne devrait pouvoir en faire commerce. On a droit à quelque chose, on n'a jamais le droit à quelqu'un.
Les États généraux sont une étape importante dans ce débat, puisque c'est la seule fois où il y a eu une consultation nationale et réglementaire organisée par le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement a organisé cette consultation des Français, qu'elle a confiée au Comité consultatif national d'éthique, pour savoir quel était l'état de l'opinion des citoyens sur ces questions de bioéthique. Le gouvernement a invité le maximum de Français à y participer. Nous avons relayé cet appel du gouvernement et nous avons participé, et notamment en étant auditionnés, au Comité consultatif national d'éthique sur ces questions de PMA sans père et de gestation pour autrui. Ce qu'il ressort des États généraux de la bioéthique, c'est que 83% des Français qui se sont exprimés considèrent que l'État doit garantir le fait pour un enfant de connaître son père et, si possible, d'être élevé par lui. C'est aujourd'hui le seul chiffre qui est valable, puisque tout le monde sait bien évidemment que les sondages, on peut leur faire dire tout et leur contraire. La consultation organisée par le gouvernement reconnaît que 83% des Français considèrent que l'État doit garantir pour un enfant le fait de connaître son père, si possible, d'être élevé par lui. Il y a d'autres éléments très intéressants qui sont issus du rapport du CCNE. Le premier, c'est l'absence de consensus. Emmanuel Macron n'avait pas parlé de PMA sans père dans son engagement électoral. Le programme officiel d'Emmanuel Macron a été envoyé chez tous les Français en version papier. Il n'était absolument pas question de la PMA sans père. Quand il avait été interrogé, à titre personnel, il avait dit qu'il y était favorable, mais qu'il n'en ferait pas un sujet idéologique et qu'il ne proposerait une loi, que son gouvernement ne proposerait une loi qu'à condition d'un très large consensus. Et un des premiers articles du rapport du CCNE, le rapport des États généraux de la loi bioéthique, reconnaît que même au sein du Comité consultatif national d'éthique, il n'y a pas de consensus et qu'il n'y a pas de consensus au sein de la société française. Et bien malgré ça, le gouvernement décide de passer en force, décide de passer outre l'avis des Français, Emmanuel Macron, de ne pas respecter cette promesse qu'il avait faite en ayant une position qui est jusqu'au boutiste. Aujourd'hui, nous considérons que les États généraux de la bioéthique ont été absolument piétinés, que par là la démocratie a été bafouée d'une certaine manière, parce que à quoi sert de consulter les Français si c'est pour jeter à la poubelle leur opinion ? Il y a un autre élément qui est extrêmement intéressant dans le rapport des États généraux de la bioéthique, c'est que le président du CCNE, le professeur Delfraissy, reconnaît qu'il n'y a aucune étude d'impact qui est faite sur l'équilibre des enfants qui naîtraient délibérément privés de père. Et aujourd'hui, on nous dit que voilà, dans tous les pays du monde, tout se passe très bien. Et quand nous nous retrouvons dans des débats face à des lilas 8 ans qui nous expliquent qu'elles vivent au mieux dans le meilleur des mondes, c'est très bien, et tant mieux pour elles. Aujourd'hui, et c'est le CCNE qui le dit, pas la Manif pour tous, il n'y a pas d'étude d'impact qui ne soit pas militante sur le sujet. Et donc notre avis rejoint celui de l'Académie nationale de médecine qui dit qu'à l'heure actuelle, il n'est pas sans risque pour le bon développement des enfants et leur équilibre futur de faire naître des enfants privés volontairement de père. Et pour beaucoup, ce sont des études qui ont été financées par des militants. Si vous regardez aujourd'hui sur les plateaux de télévision, on a toujours des témoignages d'enfants nés par GPA via un donneur anonyme et qui le vivent très bien. On n'entend jamais un témoin, ou même à l'Assemblée nationale, un enfant qui est né de ces techniques de PMA en l'absence de père et qui en souffre. Parce qu'aujourd'hui, c'est une souffrance. Qui connaît-on autour de nous qui nous disent « moi, j'ai jamais connu mon père, quelle chance j'ai eue ?» En aucun cas, on peut considérer que c'est une chance et que c'est souhaitable pour un enfant. Alors bien sûr, les accidents de la vie font que parfois, on est privé de son père, on en est séparé. Voilà, je pense qu'en aucun cas, on puisse dire que c'est une chance. Il y a beaucoup d'arguments qu'on nous oppose. Et il y avait cet argument qui m'a toujours marqué en disant mais en fait ils auront plus d'amour dans des familles homoparentales parce qu'il y a eu un véritable projet d'avoir cet enfant, etc. Mais quel message on renvoie derrière ça ? On renvoie le message de dire qu'en fait dans les familles homoparentales, les enfants reçoivent plus d'amour que dans les familles hétérosexuelles. Enfin, excusez-moi, mais les drames conjugaux, les drames familiaux ne sont pas réservés aux familles avec un père et une mère. Alors bien sûr, il y en a plus. Donc forcément, il y a certainement plus de cas relevés. Mais enfin,
les drames de la vie, tout le monde le connaît, quelle que soit la situation de ses parents, de sa famille. Et voilà, c'est avec ce genre d'argument, en fait, qu'on arrive à essayer de museler toute forme d'opposition, parce que dès que vous osez exprimer une interrogation, c'est même pas forcément une opposition, c'est une interrogation, de se dire attention, dans ce texte, comment est-ce qu'on va pallier à la pénurie de gamètes? Comment est-ce qu'on va garantir de ne pas commercialiser l'être humain? Comment on va garantir de ne pas faire un pas supplémentaire vers la gestation pour autrui? Simplement, quand on pose ces questions, eh bien, on vous oppose des arguments, ça ne retire rien, mais tant qu'il y a de l'amour, mais ça se passe très bien à l'étranger, etc. Des arguments qui en fait vous empêchent de débattre, et dès que vous apportez la contradiction, eh bien, on vous répond qu'en fait c'est la haine qui guide votre combat. En fait, il y a une certaine logique dans leur combat. Et du coup, nous avons une certaine logique dans notre argumentation. Si nous nous sommes levés en 2012 contre le projet de loi dit du mariage pour tous de François Hollande, c'est parce que nous savions très bien qu'en droit français, mariage et adoption sont liés, et donc le mariage pour tous allait ouvrir l'adoption pour tous. 20 000 couples agréés sont aujourd'hui en attente d'un enfant. Et donc il n'y a pas d'enfant adopté, donc quand il n'y a pas d'enfant adopté, eh bien on en fabrique. Et donc dès 2012, nous avons dénoncé le fait qu'avec le mariage pour tous, nous nous lancions dans un engrenage qui allait nous mener à la PMA sans père pour les couples de femmes et à la gestation pour les couples d'hommes. Quelques années après, voilà, c'est la suite logique de ce texte et c'est la raison pour laquelle nous sommes encore et toujours présents. On nous oppose beaucoup l'argument de l'égalité en disant mais si des couples hétérosexuels ont le droit d'avoir des enfants, pourquoi est-ce qu'on l'interdirait à des couples homosexuels? Eh bien, le Conseil d'État, qui est l'autorité suprême quand même du droit administratif, a répondu à cette question-là dans un arrêt du 28 septembre 2018. Et cet arrêt nous précise que le principe d'égalité, qui est un principe constitutionnel en France, ne s'applique que pour des situations qui seraient identiques. À savoir qu'à situation identique, on doit avoir un traitement équivalent. Et le Conseil d'État nous explique que, au vu de la procréation, sur les questions de procréation, un couple hétérosexuel et un couple homosexuel ne sont pas sur le même pied d'égalité, et donc il n'y a pas de principe d'égalité qui s'impose, il n'y a donc pas de discrimination. Donc quand on nous lance cet argument de « mais que faites-vous du principe d'égalité ?» Voilà, c'est le Conseil d'État lui-même qui répond et pas la Manif pour tous. Et simplement, aujourd'hui, nous sommes dans un positionnement où, comme de nombreux scientifiques, comme de nombreux médecins, comme un certain nombre de personnalités politiques également, nous posons certaines questions, nous nous interrogeons, nous nous inquiétons. Et voilà, lorsque toutes les voies de recours, de dialogue sont épuisées, eh bien, il reste une forme d'expression possible qui est la manifestation, c'est-à-dire battre le pavé.